Les Chevaucheurs du Vent, tome 1, l'héritage d'Elumangar, par Merrick Winstrom. Livre l'objet de toutes les convoitises. Chapitre 1, les larmes d'Aldébaran. Une larme d'argent s'écoula doucement au coin de l'œil gauche du regard impassible de cette femme sans âge qui scrutait le monde de la surface. Aldébara, gardienne de la cité marine, éprouvait de la tristesse, pour la première fois depuis des siècles. L'homme qu'elle avait aimé, et dont elle avait dû à jamais se séparer, venait de s'éteindre. Au fil du temps, elle s'était accoutumée à cette solitude pesante. Et pourtant, vivant ainsi au fond de l'océan, gouvernant sirènes et tritons, elle était restée la même. Une longue silhouette fine, les traits lisses, une peau soyeuse et bleutée, des yeux gris insondables, et cette longue chevelure de fil d'argent qui semblait la lier à l'éternité. Erratique et majestueuse, dans son trône de corail serti de coquillages translucides, son regard perçait la ligne des eaux et voyait en esprit les événements qui se déroulaient à la surface. Ses oreilles isolaient le sourd bruissement de l'eau, des paroles qui traversaient la mer et résonnaient dans son âme. Son cœur saignait, apprenant la mort de celui qu'elle avait aimé et dont elle partageait la destinée, depuis tant de siècles, tout en demeurant éloignée. Comme elle aurait voulu nager vers son château, assister à ses funérailles, lui rendre un dernier hommage, et, par-dessus tout, revoir une dernière fois son visage. Mais cela n'aurait pas été sage. La mort d'Elumangar signifiait que le château, qui avait cessé d'être celui du puissant monarque, serait bientôt attaqué. La clé de la cité marine risquait de tomber dans les mains de l'un de ses terribles ennemis. Si l'un des deux venait avec la clé, elle doutait de pouvoir lui résister, et le trésor de l'humanité lui appartiendrait. Non, elle ne leur permettrait pas, elle leur résisterait de toutes ses forces. Chassant ces pensées néfastes, Aldébara ouvrit la bouche. Un son puissant, semblable à une corne de brume, jaillit des profondeurs de sa gorge. Une énergie fantastique envahissait chaque fibre de son être et s'était concentrée en son larynx. Pareil à une formidable détonation, le chant terrible ainsi libéré ébranla jusqu'aux fondations de la cité. Ces vibrations se propagèrent aux contrées marines environnantes de l'océan du navire. Aussitôt, dans la cité marine, l'affolement se lut dans les yeux de tous ses sujets. La garde fut immédiatement renforcée. Un triton, à la longue barbe grise, s'approcha de la herse massive, protégeant l'entrée du domaine. D'un geste, il imprima l'ordre aux gardes de s'écarter. Puis, formant un triangle, à l'aide de ses deux mains, il fit jaillir une forme lumineuse, déclenchant une formidable explosion. Un éboulement s'ensuivit bientôt. Une masse rocheuse venait de tomber de part et d'autre de la herse. Désormais, ils étaient complètement isolés du monde de la surface. Heinrich se gratta la barbe en regardant le tas de pierres et de rochers de l'autre côté de la herse. Sa lourde queue d'écaille, vert de gris, flottait dans les ondes marines, mue par de fines nageoires diaphanes et bleutées. Il avait revêtu sa cotte de mailles cramoisies, sous sa cape de mage, dont la couleur variait selon l'humeur des eaux. Depuis 2 ans, son armure ne le quittait pas. Toujours en éveil, à proximité du portail, il attendait quotidiennement l'ordre fatidique. Et c'était aujourd'hui. Il aurait dû être soulagé après une si longue attente. Mais son angoisse ne faisait que croître au contraire. C'était la guerre désormais. Certains tritons pensaient encore, eux, que la cité serait préservée de tout conflit.
La ville marine était en effet dissimulée dans les tréfonds obscurs de cette région septentrionale de l'océan du Navire, dans l'un des replis perdus de l'univers, à l'abri de la convoitise des êtres de la surface, sous la protection des grandes divinités du soleil. Mais le mage Angris n'était pas de cela, et c'est d'ailleurs pour cette raison que la dame de la cité l'avait choisi pour premier conseiller. Son dévouement ne faisait pas de place au doute. Une voix dans sa tête interrompit son inspection et le cours de ses pensées. Elle l'appelait à ses côtés, et il devait se rendre au palais au plus tôt. Quittant presque à regret son poste de garde, il se tourna vers la herse baissée, la fixa, comme si ses yeux jaunes d'or pouvaient en fondre le métal, et déclara « Ademandar, qui est vous, Komadaru ?» Un grondement sourd, suivi de petites vibrations dans l'onde claire, répondit à ces paroles. À la place de la herse et de l'éboulis de pierre, on apercevait maintenant un mur de corail parfaitement lisse. Apparemment satisfait de son œuvre, Angris s'empressa de répondre à l'appel de sa souveraine. Désireux de ne pas trop la faire attendre, il décida d'éviter l'avenue principale et emprunta le chemin de la crypte. Le mage Triton s'enfonça ainsi dans les souterrains de la cité. La petite entrée de la grotte de cristal n'était connue que peu de personnes. Elle ne se révélait qu'au Triton, qui avait été initié au mystère du soleil de l'eau. Les sirènes n'avaient pas le droit d'y pénétrer. En théorie, la grotte devrait se dérober au regard même d'Aldébaran, mais Angris ignorait l'étendue des pouvoirs de l'immortelle dame de la cité. Et il n'était pas du tout sûr que le passage pût impunément se refuser à elle. Nageant autour des stalactites, il parvint bientôt à une statue de quartz tourmaline, à l'effigie d'un colosse, à la longue barbe. Après avoir admiré la couleur laiteuse parsemée de petites traces noires de ce monument, le mage passa entre les jambes et d'une fine nageoire effleura le gros orteil gauche de la statue. Une petite pièce dérobée, qu'il était vraiment seul à connaître, s'ouvrit devant lui. Avant de paraître devant Aldébaran, le mage voulait se débarrasser de cette armure qui ne l'avait pas quitté depuis 2 ans et revêtir sa grande robe de premier conseiller. Il commença par poser son lourd et impressionnant aubert, surmonté d'un écheveau de tentacules et de coquillages, avant de défaire les liens de son plastron et de retirer sa cotte de maille. Le vieux Triton poussa alors un profond soupir de soulagement. Mais il résista à l'impulsion de s'effondrer dans son fauteuil en forme de conque qu'il se contenta de regarder avec envie. Sans s'attarder plus longtemps, il anima les courants marins qui, tels une main invisible, vinrent lui présenter sa grande robe de premier conseiller. Le vêtement écarlate luisait dans la lumière du soleil qui pénétrait le jour dans la cité, en dépit de la profondeur des eaux. Il le recouvrait entièrement. À peine pouvait-on entrevoir l'extrémité des petites nageoires de sa longue queue. La main invisible des eaux lui remit également le sceptre de rubis qui symbolisait sa fonction. C'était un long cylindre qui se tenait à hauteur du plexus solaire, juste en dessous du sternum, et descendait jusqu'à la moitié de sa queue. 5 cubes plus larges divisaient la base du sceptre. Ainsi appareillé, Angris quitta la grotte de cristal et descendit plus profondément encore. Il gagna une gigantesque caverne où résidaient des créatures ressemblant à des baleines blanches, au front marqué d'un signe en forme de diadème doré. Au chant mélodieux qui saluait son arrivée, le mage Triton psalmodia 3 mots. Ilia reto, esoveco zecareno. Une liesse sembla remplir soudainement la caverne et des baleines émana une lumière vive et joyeuse. Le premier conseiller sourit de cet accueil chaleureux et poursuivit sa route vers la crypte, dont le chemin tirait son nom. Elle se trouvait en contrebas de la caverne des baleines. On aurait dit qu'elle était située au plus profond de l'océan. Et c'était peut-être vrai, se disait Angris. Un grand mausolée, ressemblant à une sorte de temple, y prenait presque tout l'espace. Un gigantesque coquillage en formait le fronton
que soutenaient de vieux tritons à demi emmurés. Ces colonnes à demi vivantes semblaient agoniser en des râles saccadés qui rompaient de temps en temps le silence lugubre du lieu. Heinrich s'inclina respectueusement devant le monument, dessina furtivement une arabesque dans les ondes, puis emprunta l'étroit passage situé au-dessus du mausolée, en évitant les mains des colonnes agonisantes. Il déboucha enfin à l'entrée d'une des artères principales de la ville, au pied du long escalier menant au palais. Rajustant sobrement les plis de sa longue robe et s'assurant qu'il tenait son sceptre de la manière idoine, Heinrich entreprit de gravir les marches de granit, ou plutôt de les frôler de ses nageoires. Une douzaine de jeunes tritons en armure verte, surmontés d'une cape aux armes de la cité, qui figurait une baleine blanche à diadème, s'aligna devant le premier conseiller, à l'affût du moindre de ses propos. Ce dernier les en dispensa. Lors, ils s'écartèrent pour lui céder le passage. Le mage s'engouffra dans la longue colonnade qui conduisait au trône d'Aldébaran. Il fut enfin admis devant la dame. Elle se tenait là, sur son trône de corail, dont les coquillages translucides prodiguaient leur étrange lumière à l'immortelle gardienne de la cité. Chaque fois qu'il était en sa présence, Heinrich était subjugué par sa beauté. Il mit quelques instants avant de se remettre tout à fait de ses émotions. Il se raisonna, en se disant que le cœur de la dame appartenait à un autre pour l'éternité. Elle le lui avait dit autrefois, lorsqu'il avait osé lui déclarer ses sentiments. Le goût amer de ses souvenirs douloureux lui permit de reprendre tout à fait ses esprits. Il allait s'adresser à la souveraine lorsqu'il s'aperçut enfin qu'il n'était pas seul. 3 vieilles sirènes et 2 caciques parmi ses congénères se trouvaient également dans la salle d'audience. Aldébaran avait-elle convoqué tout le conseil, ou bien était-il venu d'eux-mêmes, attisé par la curiosité ou un obscur motif ? « C'est moi qui ai convoqué le conseil », énonça Aldébaran en réponse à la question silencieuse du premier conseiller. « As-tu accompli ce que j'ai ordonné ? L'entrée de la cité est condamnée pour toute créature mortelle. Les enchantements que j'ai ajoutés interdisent l'accès à tout être élémentaire ainsi qu'à toute entité spirituelle, à l'exception des dieux du soleil et de l'eau, évidemment. Désormais, nul ne peut entrer ni sortir. « Êtes-vous satisfaits à présent ?» demanda-t-elle en braquant ses yeux opalescents, où sourdait une terrible colère sur les autres conseillers. Ces derniers penauds acquiescèrent en s'inclinant très bas devant la souveraine. « Eh bien, retirez-vous dans ce cas, et tâchez de faire œuvre utile. La cité sera totalement isolée du reste du monde pendant bien longtemps. J'imagine que vous savez quoi faire. » Il y avait des accents menaçants dans le timbre de sa voix. Les vieux conseillers n'en finissaient pas de se courber obséquieusement avant de décamper d'une manière presque ridicule. Débarrassé de ces importuns, Aldébaran tourna son regard, qui n'était plus courroucé, vers Heinrich. « Ils sont encore venus vous défier ?» commenta le mage Triton. « Tu ne crois pas si bien dire, Heinrich. Après mon appel solennel, ils sont venus me conseiller de revenir sur ma décision, que nous étions tous à l'abri, que nul ne pouvait nous nuire. » Toujours les mêmes idioties, maugréa le Triton. Cette fois-ci, d'autres propos, plus originaux, me sont parvenus. Le conseiller fit une moue interrogative. La dame sourit et lui révéla tout. « Eh bien, par exemple, figure-toi que j'exerce le pouvoir depuis si longtemps, que peut-être ma hauteur de vue s'est émoussée, que j'aspire sans doute à me retirer, ou à davantage déléguer mes attributions. » Heinrich avait l'air éberlué. La gardienne éclata d'un rire franc et sonore en voyant sa mine déconfite. Involontairement, le mage les avait momentanément libérés de cette angoisse chronique qui les tenaillait depuis bientôt 2 ans. Unis dans un sourire, ils savourèrent ces précieux instants dans un silence que la dame rompit à regret en soupirant de lassitude. « Tu le sais bien, Heinrich, ils ont en partie raison. Mais il ne m'appartient pas de résigner ma charge. Seuls les dieux peuvent m'en libérer.
Toutefois, ces propos seraient amusants s'il n'en avait pas appelé d'autres. Le mage restait muet, interloqué par ce qu'il apprenait. Aldébaran décida de satisfaire entièrement la curiosité tout à fait visible qu'elle avait fait naître en son ami. Certains d'entre eux me conseillent de négocier avec Ahriman. On aurait dit que les yeux d'Angris allaient sortir de leurs orbites. Les membres supérieurs tétanisés. Il se plia légèrement en deux comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Oui, tu as bien entendu. Apparemment, ce nouvel ennemi compte des partisans dans la cité. Cela risque de compliquer notre tâche, d'autant que je dois plus que jamais user de mes pouvoirs pour préserver la cité et puiser beaucoup d'énergie pour maintenir le lien avec les dieux. Aussi, c'est à toi qu'il appartiendra de démasquer les séides de notre ennemi. En principe, ils ne pourront pas communiquer avec lui. C'est donc pour cette raison que vous vouliez condamner l'accès de la cité, dit Angris, rompant enfin son mutisme. En effet, tu sais comme moi qu'un tel éboulement ne suffira pas à arrêter nos grands ennemis. Seul nous protège le secret de notre emplacement, qui ne peut être dévoilé qu'au porteur de la clé. D'ailleurs, si un être maléfique s'en empare, je devrais lui livrer la cité sans coup férir. C'est la loi. Le mage Angris frissonna en songeant à une telle éventualité. Mais on ne pouvait s'opposer au dessein des grands dieux. Inutile de s'avouer vaincu si vite. Nous ne sommes pas sans pouvoir, et les mages de la surface joindront leurs forces aux nôtres pour conjurer le mauvais sort.